sec, merci pour votre patience, vraiment, vraiment désolé. Écoutez, les problèmes techniques, hein. Si on n'a pas de problème technique, on n'aurait pas, personne ici aurait une job, donc il faut faire avec, hein. Je me présente, je m'appelle Maxime Provencher, je m'occupe du développement des affaires pour Dato et Cassia ici au Québec. J'adore mon travail. Je suis également passionné de vente. Je suis un représentant de carrière. Non seulement un représentant de carrière, mais un représentant qui dédie sa carrière à l'industrie des technologies d'information. Donc, je suis passionné par les ventes, je suis passionné par les TI. Donc, aujourd'hui, je pensais que je viendrais, je vous présenterai tout ce que j'ai appris à travers ma carrière, les tactiques que j'utilise au jour le jour. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas de la théorie que j'ai jamais testée, c'est exactement comment je fais mon travail au jour le jour en tant que hunter. Dans le domaine des ventes, il y a deux types de représentants. Il y a les représentants qu'on appelle les hunters, les chasseurs en français. On a les farmers aussi, les gens qui sont des gestionnaires de comptes. Moi, à travers les années, j'ai trouvé ma niche dans ce qu'on appelle le hunting. Donc, mon rôle, quand on m'engage dans une entreprise, c'est d'aller chercher des nouveaux clients. Donc, je suis la personne qui identifie des prospects, puis qui les transforme d'inconnus à nouveaux clients. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment je fais mon travail au jour le jour, et en vendant exactement les produits que vous vendez également. Avant que je commence, je veux juste aussi parler un petit peu de mon background. J'ai travaillé 3 ans en distribution, j'ai occupé des postes de représentation directe, j'ai vendu à des end-users, à des MME, comme il y en a dans la salle ici. J'ai également été gestionnaire de compte, j'ai des relations partenaires avec des firmes de services TI. J'ai également été consultant en marketing, donc j'ai bâti des programmes de marketing pour des firmes de services TI. Et puis maintenant, excusez-moi, dernièrement, ce qui est intéressant, c'est que j'ai appris beaucoup là-bas, puis je pense que c'est là que vous allez pouvoir bénéficier de mon expérience. J'ai été développement des affaires pour un fournisseur de services géré sur la rive-sud de Montréal. Donc, je travaillais pour vous. J'étais un employé d'un d'entre vous, qui n'est pas ici aujourd'hui, mais d'une firme similaire à la vôtre. Donc, aujourd'hui, on va regarder exactement comment je faisais mon boulot là-bas et que j'allais chercher des nouveaux clients. Donc, sans plus tarder, lançons-nous. Une autre chose aussi que je veux vous partager avant de commencer, j'ai mes expériences, mais également ce que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai sorti du contenu de ce livre-là qui est excellent, qui est écrit par David Stelzl. David Stelzl, c'est un CSSP. David Stelzl travaillait avec un des grandes firmes de consultation dans le Big Four dans le début des années 2000. Et puis, quand on parle du sujet de vendre la cybersécurité, c'est un domaine qui est extrêmement niche, on s'entend. Et puis ça, c'est un des rares ouvrages à ce sujet-là. J'ai lu ce livre-là il y a plusieurs années. Je vous le conseille fortement. Je vais illustrer certains concepts qui sont dans ce livre-là aujourd'hui. Donc, première étape, on veut commencer une vente. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça nous prend pour pouvoir commencer une discussion, un processus de vente? Quelqu'un dans la salle? Bon point. Avant même, qui a des besoins? Un prospect. Merci. Voilà. Donc, on va commencer par discuter du premier sujet, la génération de prospects. Je vais vous montrer ça, ça va être straightforward, d'une manière très linéaire, en 3 étapes. Comment je fais au jour le jour, exactement, pour générer des prospects? Pardon? Ça marche? Bon, superbe, génial. Bon, finalement, le problème technique est réglé. Je vais pouvoir vous montrer mon contenu, superbe. Donc, première étape pour commencer à prospecter, c'est qu'il faut identifier une cible. Right? Dans le livre The House in the Cloud, David Stelzl, pour la cybersécurité, il définit la cible, le prospect, comme le gardien des données, le data custodian qu'il l'appelle en anglais. C'est qui ça, le data custodian dans une entreprise? Bien, c'est la personne qui porte le fardeau relié à la sécurité. Okay? C'est la personne c'est sa responsabilité d'assurer la sécurité des systèmes. C'est la personne qui, s'il arriverait un événement de cybersécurité, que ce soit une attaque, un leak de données, c'est la personne qui serait sur la sellette. C'est la personne qui risquerait de perdre sa job. Donc, c'est important de trouver cette personne-là. C'est qui ces personnes-là habituellement? Dans les grandes entreprises, habituellement, c'est le CFO, le CTO, le CISO, ça peut être le conseiller général, donc l'avocat, ou bien l'équivalent de ces exécutifs-là de C-suite, mais en VP. Dans une PME, pour ceux d'entre vous qui travaillent plus avec les PME, c'est qui? Ça peut être le propriétaire opérant, ça peut être le directeur général, ça peut être le directeur des TI, ça peut même être aussi le directeur des finances ou le contrôleur. Souvent, les directeurs des finances, les contrôleurs, right, ils ramassent le fardeau de gérer les TI. Donc, maintenant, je vais vous montrer exactement comment on bâtit une liste. Je vais vous montrer l'outil que j'utilise pour le faire. Première recommandation que je peux faire quand on en vient à bâtir des listes, c'est que les meilleures listes sont bâties et non achetées. N'achetez jamais des listes aux gens qui vous cold email avec j'ai 2000 listes avec 2000 decision makers.
vous allez vous planter, je l'ai déjà fait, j'ai brûlé de l'argent, ça marche, ça ne vaut pas la peine. Les meilleures listes sont bâties, c'est vous qui connaissez le profil de gens que vous voulez aller chercher, right? Quoi de mieux que de les bâtir vous-même? Comment on fait pour bâtir des listes? Je vais vous montrer une manière de le faire qui est automatisée. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, right, vous êtes occupé à gérer vos clients, donc je vais vous montrer comment le faire de manière automatisée. Il faut investir dans une bonne base de données et puis des outils de récolte de données qui sont automatisés. Moi, personnellement, au jour le jour, depuis 5 ans, j'utilise Sales Navigator puis Scrap.io. Donc, je vais vous montrer exactement comment ça marche. LinkedIn Sales Navigator, c'est un outil qui coûte. Est-ce qu'on peut faire transition vers le PC, s'il te plaît? Bon, on peut voir à droite sur l'écran là-bas. LinkedIn Sales Navigator, c'est une version payante de LinkedIn. Qu'est-ce que c'est? C'est comme une layer qui vient par-dessus LinkedIn régulier qui permet de faire des recherches de manière extrêmement précise. Donc, ces gens-là, les gardiens des données que je vous parlais, on est capable de zero in sur eux très très facilement. Donc, c'est l'interface de LinkedIn. Ces navigateurs, on s'y connecte là, directement dans LinkedIn, le compte spécial, il y a un compte, puis ça vous amène sur cet icône-là. Là, ensuite, on a l'icône sur la barre de recherche ici, puis on peut aller dans Lead Filters et on s'en va vers cette fenêtre-là ici de recherche qui nous permet de faire une recherche super ciblée des gens qu'on veut atteindre. Donc, il y a plusieurs types de fils, comme vous pouvez voir, qui permettent d'aller chercher là, exactement ce que vous voulez. Moi, j'aime ça m'en venir, mais quand j'étais dans ma firme de service gérée, j'y allais par ville, et puis j'y allais de manière très vaste, je vous dirais. Parce qu'en santé, right, et en sécurité, ben, nos services peuvent s'appliquer pratiquement à tout le monde. Pour ceux d'entre vous qui ont des offres qui sont plus adressées à des verticales spécifiques, vous allez pouvoir le faire également. Vous pouvez aller dans Industry et choisir une industrie spécifique. Moi, j'y vais plus global. Comme tantôt, on a défini c'était qui nos nos gardiens de la sécurité, sont nos propriétaires, nos exécutifs, la C-suite, les vice-présidents, les partenaires du film d'avocat, etc., et les directeurs. Donc, ensuite de ça, étant donné qu'on est en Montérégie, à Saint-Hyacinthe, mais j'ai choisi la géographie Saint-Hyacinthe. Donc, on va nous sortir des decision makers, des gardiens des données mascoutins. Merci à Audrey hier qui m'enseignait ça. Je ne savais pas que les gens de Saint-Hyacinthe, c'était des mascoutins. Donc, voilà, maintenant on voit ici les profils publics de ces gens à droite, donc des gardiens des données mascoutins. Donc là, vous voyez en haut à droite, j'ai 827 résultats. Ça m'a pris 30 secondes de passer ce fit-là ce matin. J'étais en train de m'habiller, je faisais ça sur le site. Donc, super facile, très, très, très simple. Là, maintenant, 830 résultats. Comment qu'on fait pour aller justement récolter et contacter ces gens-là en faisant le moins d'efforts possible? Donc là, c'est là que je vais vous introduire un autre de mes outils que j'utilise tous les jours qui s'appelle Scrap.io. Scrap, c'est un outil de récolte de données qui est fait spécifiquement pour LinkedIn Sales Navigator. Donc, avec Scrap, ce que vous allez pouvoir faire, c'est une extension Chrome. Je suis sur Edge ici, malheureusement, je n'ai pas pu avoir Chrome. Mais on va aller ramasser tous les résultats que vous avez ici dans la page. Donc, il y en a au-dessus de 25 pages. Et il va aller vous les compiler dans un fichier Excel. Ce qui est bien avec LinkedIn, c'est que les gens utilisent souvent leur username de compagnie, leur courriel corporatif comme username. Right? C'est une plateforme de réseaux sociaux professionnels, donc ça fait juste du sens qu'on utilise ça. Puis ce qui est bien, c'est que LinkedIn, dans le username, dans le code de la page, le courriel va aller s'attacher. Donc, en utilisant Scrap, on est capable de bâtir des listes comme celle-ci. Donc, quand vous travaillez à long terme, vous pouvez voir à droite, c'est le genre de liste que vous allez pouvoir bâtir. Moi, je m'occupe du Québec au complet pour Dato. Ça, c'est vraiment ma liste que j'utilise à tous les jours. Et je travaille dessus depuis très longtemps. J'ai 137 firmes qui ne sont pas partenaires avec Dato à Montréal que je peux contacter. Là, j'ai caché leur courriel, question de respecter leur privacy. On est dans un événement de cybersécurité après tout. Là, je ne voulais pas commencer à choquer les gens. Donc, c'est le genre de choses que vous allez pouvoir construire sur le long terme à force de faire les efforts. C'est des belles listes bien étoffées comme ça. Retour au PowerPoint, s'il te plaît. Retour sur PowerPoint. Parfait. Bon, attends un petit peu. Bon, ok, exactement. Avant qu'on rentre dans comment contacter ces belles listes-là qu'on a créées, right? Maintenant, on a identifié 200, 300 personnes avec qui on pourrait potentiellement travailler. Je vais faire d'une autre source de lead qui est superbe, que je ne connaissais pas. Je fais cette présentation depuis environ 5 ans maintenant. Et puis, ça, c'est une stratégie que j'ai appris en travaillant dans une firme de services gérée.
Les courtiers en assurance de dommages sont des mines d'or. Ils sont probablement votre meilleur partenaire. Si vous ne voulez pas faire dépenser pour les outils que je viens de vous montrer, considérez ça également ou combinez-le avec les outils que je viens de vous démontrer. Moi, personnellement, mon conseiller d'assurance de dommages, je l'ai rencontré en faisant du réseautage dans un groupe BNI. Il s'appelait Michel. Michel, c'était une grande gueule, 30 ans en vente. Michel avait un Rolodex profond. Il avait accès à des relations avec des gens qu'un jeune représentant comme moi, je n'aurais jamais pu accéder. Donc, j'ai parlé d'un Rolodex, je ne sais pas si tu connais ça, c'est la petite affaire en plastique. Là. Il y en avait probablement, Michel, ça faisait à ce point-là longtemps qu'il était en vente, il en allait prendre un dans son bureau. Donc, et puis c'est le fun en plus avec les courtiers d'assurance de dommages. J'étais surpris à quel point la relation s'est faite de manière organique. Ils ont besoin de vous, puis vous avez besoin d'eux également. Il y a beaucoup de firmes de courtage indépendants qui n'ont pas aucune firme de TI go-to, puis qui ne sont pas capables de vendre des primes, des polices d'assurance de cybersécurité parce que les clients ne sont tout simplement pas assez à niveau. Donc, en faisant un grand partenaire avec Michel, j'ai obtenu des opportunités dans les entreprises de 350-400 users. J'ai eu des opportunités pour implanter des projets de 2FA, du EDR, des firewalls, même l'intérêt pour des services de sécurité gérés. Donc, les opportunités avec les courtiers d'assurance de dommages sont probablement infinies. Donc, si vous voulez en trouver un, vous pouvez regarder avec LinkedIn. Si vous achetez LinkedIn, right, super facile encore, vous utilisez mes fils que je vous ai montré tantôt, vous allez pouvoir en trouver. Ou sinon, je vous conseille d'aller dans les journées de réseautage. Les gens en assurance de dommages, leur business est 100% basé sur les relations. Nous, en TI, c'est pas on peut régler les problèmes. Et on s'entend que c'est un petit peu moins excitant que la cybersécurité, le domaine des assurances de dommages, malgré que les assurances de dommages sécurité, c'est très hot en ce moment. Plus on est excités de ça. Donc, soirée de réseautage, vous allez rencontrer des tonnes. Trouvez une personne qui est dans votre coin, je vous garantis que vous allez avoir des leads très rapidement. Donc, maintenant, prochaine étape. On a une belle liste de leads. On a des courtiers d'assurance de dommages qui peuvent donner des leads. Comment on fait pour exploiter notre liste? Donc, je vais vous montrer comment exploiter votre liste en minimisant vos efforts et en maximisant l'automatisation. Vous êtes extrêmement occupé, vous êtes réussi à le compte justement dans une firme de service TI. Même moi, j'avais de la misère à gérer mon temps. Je ne peux pas croire les gens qui sont techniques. Prendre le temps de faire du marketing, si vous n'avez pas du staff, vous n'avez pas engagé d'autres personnes, c'est extrêmement demandant. Fait que je démontre les méthodes, comment le faire de manière automatisée. Oui, moi, c'est ma job de faire ça au jour le jour, 40 heures par semaine, puis même moi, j'utilise ça aussi, ça ne tente pas de le faire tout le temps au complet. J'ai d'autres choses à gérer sur le site aussi. Donc, étape 1, comment automatiser vos efforts? Bien, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut automatiser vos efforts de démarchage. Vous avez une belle liste, right, remplie de contacts. Donc, on vit dans l'ère de ChatGPT, right? On vit dans l'ère de la robotisation, de l'automatisation. ChatGPT a volé la vedette dernièrement, mais il y a plein d'autres outils qui sont disponibles partout sur le marché. Puis moi, personnellement, j'utilise des outils qui s'appellent DocSoup et Sperry Send Individually. Je vais vous montrer exactement les outils, qu'est-ce qu'ils sont, comment ça fonctionne. Et puis, une autre option, si vous ne voulez pas utiliser des outils de dépenser encore, des outils comme ça, SaaS, qui sont payés au mois, vous pouvez également déléguer l'effort de démarchage à une tierce partie. Des sites comme Upwork, People Per Hour peuvent vous donner des ressources. Vous pouvez avoir des télémarketeurs qui parlent très bien français et qui vont faire ça pour extrêmement pas cher. Donc, vous pourrez leur donner la liste que vous avez développée, leur faire les courriels à la base, contacter les gens sur LinkedIn, les appeler, etc. Donc, une autre chose à considérer également, je l'ai déjà testé lorsque je faisais gérer des problèmes de marketing pour des firmes de services TI. Ça marche très bien. Beaucoup de gens qui sont très bien cotés et qui sont professionnels dans ces sites-là. Donc, l'objectif avec notre reach out qu'on va faire, je vais vous montrer ma template de courriel que j'utilise, je vais vous montrer les outils que j'utilise pour faire les envois, c'est de planifier une première rencontre avec le client. Okay? Donc là, on va switcher à l'ordinateur encore. Super. Okay. Bon. Donc là, vous vous souvenez, tantôt on était sur LinkedIn Sales Navigator, right? Là, je vais vous montrer un premier outil qu'on pouvez utiliser qui s'appelle DocSoup pour pouvoir justement discuter avec les gens sur la liste de LinkedIn qu'on a ici. Okay? Donc, DocSoup, ce que c'est, en fait, c'est un bot qui va aller connecter un par un avec vos contacts sur la liste. C'est une extension dans Chrome, super facile à installer, ça coûte 15 $ par mois seulement. Et puis, vous allez pouvoir mettre un message et autofile le nom de la personne sur LinkedIn. Donc, la personne, ce que ça va faire, c'est comme si, en fait, ce que ça fait, c'est que c'est exactement comme si vous faisiez l'action vous-même. Vous utilisez un message que vous utiliseriez, mais il va le faire pour vous, de manière répétitive. Donc là, on a 830 résultats, donc je peux partir mon robot, et puis travailler, faire autre chose en même temps, puis le robot va aller faire un contact à la fois,
d'une manière, on peut même pacer le robot, puis il va aller parler avec chacun des users, leur demander de connecter, et ensuite, ben, s'ils ont du temps pour s'asseoir, pour avoir une consultation cette semaine. Donc, je vais vous montrer le message que moi j'utiliserais si j'étais dans vos souliers pour essayer de générer des meetings pour des rencontres de consultation de cybersécurité. Donc, j'utilise, quand on en vient au message de prospection, les cold emails, les cold calls, less is more. Pardonnez-moi l'anglicisme, le plus au point possible, the best. Okay? Donc, on garde ça court, on va direct au but. Donc, vous voyez dans mon message ici, la subject line, super important également, parce que c'est la première chose que votre client va voir, votre prospect va voir. J'ai utilisé le titre « Intérêt à faire affaire ». J'aime ça, c'est un petit peu plus, c'est straight to the point, mais ça porte aussi à la question « Je veux en savoir plus ». Là, vous voyez ici, je vais vous expliquer, c'est un autre outil que j'utilise pour automatiser les courriels également, mais on va regarder ce message ensemble avant. Donc, je suis consultant en cybersécurité chez XYZ, right, c'est le nom de la compagnie, j'ai trouvé votre contact sur LinkedIn. Je dis la vérité, j'ai trouvé les contacts du client sur LinkedIn. J'ai regardé votre site web et votre compagnie a exactement le profil de compagnie à laquelle nous pouvons apporter de la valeur. Soyez-vous disponible cette semaine pour une consultation gratuite de 30 minutes? Excusez-moi, j'ai fait une erreur, j'ai marqué cette semaine 2 fois. Mais voilà, c'est le message que j'utiliserais. Quand j'étais chez Micro-Age, bon, je viens de révéler, je travaillais dans un Micro-Age, je fais le service TI. C'était exactement le message que j'utilisais, puis c'est pourquoi j'étais moins wise à ce moment-là. Je commençais à présenter mes produits. Faites-le même pas. Vous devez inciter la curiosité de votre client. Plus que vous en dites, moins vous avez de chances d'avoir des réponses. Donc, il faut vraiment pouvoir soutirer l'information. Le but, c'est de rentrer en contact avec le client. Donc, vous voyez en haut ici sur ma snapshot ici, j'ai Sperry Software. Sperry Software, c'est l'un des outils que j'utilise à tous les jours. Ça coûte 45 $, c'est pas SaaS, c'est one time. Et puis avec Sperry Software, vous allez pouvoir prendre les listes que je vous ai montrées dans Excel et automatiser une campagne, envoyer un courriel à chacun des contacts dans la liste de manière automatisée. Donc, une journée, on part. Moi, je fais ma prospection le mardi puis le jeudi à 10 h le matin. À travers les années, j'ai découvert que c'est probablement les places où j'avais le plus de retours. Donc, à 10 h, moi, j'arrête tout, je commence la prospection. Fait que je pars une batch de courriel, puis je pars mon bot sur LinkedIn en même temps. Donc là, les gens, ils reçoivent une notification de Maxime Provencher dans leur courriel et dans LinkedIn en même temps. Donc, ils disent, hey, ce gars-là, il veut vraiment me voir. Aujourd'hui, on compétitionne beaucoup là, pour l'attention, right, avec les gens. Donc, ces techniques-là ici, je vous les conseille fortement, ça marche très bien, c'est ce que je fais tous les jours. D'ailleurs, les personnes dans la salle ici, je vous ai contacté de cette manière-là et on est entré en contact après que j'avais fait ces actions-là. Donc, ça marche vraiment. Retour au PowerPoint, s'il vous plaît. À la régie, retour au PowerPoint, s'il vous plaît. All right. Bon, maintenant qu'on a fait notre envoi, disons qu'on a fait notre envoi, quelqu'un lui répond « Bonjour Maxime, oui, je suis intéressé. Prenons une première rencontre. » J'ai fait une demande à mon courriel, right, première rencontre. Voici la stratégie pour la première rencontre. Là, je ne rentrais pas trop dans les détails, cette formation-là que je vous donne aujourd'hui, j'en faisais une version de 3 heures, il y a 3-4 ans. Là, j'ai 30 minutes, il faut que j'abrège, il faut qu'on y aille un abrégé. Je vais aller high level sur c'est quoi votre thinking, c'est quoi votre roadmap que vous devez avoir dans votre premier meeting. Numéro 1, la première chose que vous devez faire, quand moi j'ouvre un meeting, je parle avec un client, c'est que je répète la raison pour laquelle je l'ai contacté. J'ai contacté le gardien des données, puis mon intérêt pour sa compagnie. Donc, dans mon courriel, je disais, j'ai regardé votre compagnie, je trouve qu'on peut apporter de la valeur, right? Et puis, c'est pour ça que je vous ai contacté aujourd'hui. Deuxième, positionnez-vous comme un expert avec des bonnes intentions. Les gens, surtout les gens d'expérience, right, les decision makers, sont en business depuis longtemps, ils en ont pris des verbes et des bombers. Donc, c'est très important de se disqualifier. Vous ne voulez pas être le vendeur classique, plus vous positionnez en tant qu'un consultant avec des bonnes intentions. Le but en vente, c'est d'apporter de la valeur. Donc, moi, je dirais à la personne, bonjour, aujourd'hui, écoutez, merci d'avoir pris le temps avec moi de vous entretenir. Aujourd'hui, je n'essaie pas de vendre de quoi, c'est pas ça le but aujourd'hui, c'est pour vous apporter de la valeur. Je veux regarder avec vous, voir vos problèmes, vous faire penser, vous apporter des pistes de solutions. Et si c'est assez intéressant, bien après ça, on regardera pour pouvoir parler plus sérieusement. Donc, très important, c'est de disqualifier. Numéro 3, ensuite de ça, il faut commencer à questionner le gardien des données sur le rôle et l'importance des données et de ces systèmes pour son entreprise. J'ai eu des questions dans l'application ou pas, et puis on m'a demandé, ben tu sais, souvent le monde, Maxime, qu'est-ce que tu fais quand ils disent, écoute, j'ai fait 50 ans que je suis en affaires, j'ai pas eu de problème. C'est normal que ça arrive. Quand ça arrive, ça, c'est parce que le monde, encore là, on ne s'est pas disqualifié, puis ils sont justement sur le
un pied défensif. Comment on fait pour amener les gens à penser cybersécurité? Mais, first of all, on a la bonne personne, ça prend une personne que sa job est à risque, mais il faut aussi poser les bonnes questions. Donc, il faut poser à la personne, bon, quel rôle vos données jouent dans votre business? Right? C'est quoi l'importance de votre business? Qu'est-ce qu'elle apporte à votre business? Pourriez-vous vous en passer de ces données-là? Right? Et puis ensuite de ça, vous pouvez faire penser quel serait l'impact si vos données critiques, vos systèmes critiques étaient impactés. Quel serait l'impact sur votre business? Ensuite de ça, on peut faire poser la question. Une fois qu'il se met à penser, il faut ensuite poser la prochaine question. C'est la question qui tue, je pense, c'est une des plus importantes lorsqu'on va dans la cybersécurité à un gardien de données, c'est quel serait l'impact pour vous, pour votre business, votre job, c'est-à-dire. Oh, c'est la question qui tue. Là, une fois que tu l'as amené, la personne, tu le reel avec ça, là, il va se mettre à penser de la bonne manière qu'on veut penser. Donc, il faut le sensibiliser vraiment sur l'impact que ça pourrait avoir. Là, une fois qu'on a fait ça, là, il va se mettre à douter. On a soulevé un doute. Une fois qu'on a soulevé un doute qui a un risque, là, après ça, on peut poser la question, est-ce que vous pensez que ça vaut la peine qu'on aille voir plus en profondeur puis qu'on investigue? Là, c'est à ce moment-là que moi, je commence à utiliser mes outils puis de pouvoir justement apporter de la valeur. Donc, à ce moment-là, ce que je pourrais faire, c'est que je me retire ou je sors un de mes outils secrets que je vais vous montrer à l'instant même. Donc, peux-tu switcher, s'il te plaît, au PC? Good. Donc, là, je vais faire oh, attends un petit peu. Bon, parfait. J'ai de la misère avec le mousepad. Bon. All right. Bon, ok, excusez-moi, mesdames et messieurs. Voilà. Bon, tiens. Là, je vais faire un plug shameless de mes outils, de la compagnie. Bien sûr, mes boss me tueraient si je ne parlais pas au moins un peu de nos produits. Mais ID Agent, ça, avant même que je travaille chez KCA, c'est un outil que j'utilisais. OK, ID Agent, c'est une compagnie qu'on a acheté qui fait du Dark Web Report. Donc, avant d'aller faire un meeting avec quelqu'un, vous avez son domaine, vous envoyez un courriel, right? Faites un Dark Web ID search sur son domaine et gardez-le en poche. S'il doute de vous, vous êtes capable d'aider, tout de suite, vous êtes capable de donner de la valeur. Donc, avec Dark Web ID, on vous sort les credentials qui ont été exposés à travers les années sur le Dark Web du client. Là, s'il ne prend pas au sérieux après ça, il va pouvoir avoir intéressé. OK, là, tu m'as eu, let's go, faisons un prochain meeting. Ça, by the way, c'est un search que mon collègue et moi, on a fait sur le domaine stanford.com. Si on parle d'université en Californie américaine, ils sont armés jusqu'aux dents, ils ont des experts comme vous qui vous aident. Regardez, il y a des links sur Dark Web quand même. Donc, très intéressant. On retourne à, s'il te plaît, au PowerPoint. All right. Parfait. Donc, comment on déroule la valeur? J'ai montré le rapport de Dark Web. Mais après ça, dans votre cas à vous, là ici, je vous propose une stratégie où on fait un rapport gratuit. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous ici, votre temps vaut très très cher. Maxime, oublie ça, je ne ferai jamais ça gratuitement. Tant mieux, encore là, on est dans l'ère de l'automatisation. Utilisez des rapports automatisés. Qu'essayons de fabriquer des outils automatisés. DatoRMM, par exemple, pourrait vous aider à sortir des données intéressantes que vous pourriez présenter aux clients. Donc, avec DatoRMM, c'est super facile de faire un rapport de documentation réseau. Si vous êtes partenaire avec nous, vous avez 10% de la quantité de licences que vous achetez avec nous en tant qu'NFR. Vous pouvez vous servir ces licences-là, les plugger chez le client, partir un scan du réseau. DatoRMM va vous sortir la topologie du réseau, documenter toutes les machines. Vous allez voir, c'est super facile. Je m'en servais du RMM que j'avais quand je travaillais dans un MSP. Puis souvent, je ressortais des listes de PC qui sont deprecated, qu'il n'y a plus de patch dessus, il n'y a plus d'update. Je me retrouvais à vendre des PC super rapidement. Exemple comme ça d'application. Sinon, là, c'est un truc qui va être beaucoup plus intéressant pour vous en sécurité ici dans la salle. On a également Rapid Fire Tools chez Dato. Rapid Fire Tools, c'est un outil qui fait des analyses de réseau de manière automatisée, puis il fait des rapports aussi de manière automatisée. Donc, super facile avec Rapid Fire Tools. Si vous voulez faire une analyse de réseau avec votre prospect, vous demandez justement, probablement il va vous demander de signer un NDA, là, mais vous demandez accès à son domaine controller. Et puis, vous allez pouvoir installer notre agent, notre son de Rapid Fire Tools là-dessus. Et puis ensuite, Rapid Fire Tools va commencer à faire sa job. Vous partez le rapport, puis choisir les balises que vous voulez évaluer. Et puis, Rapid Fire Tools va faire un scan complet du réseau et vous générer un rapport. Donc, super facilement, sans justement avoir à faire la job tout vous-même. On va faire la job au complet de manière automatisée. Il y a deux saveurs différentes de Rapid Fire Tools. J'ai Network Detective Pro, qui lui va identifier des opportunités pour la migration dans le réseau. Pour ceux d'entre vous qui sont plus dans du côté de vulnérabilité, les firmes de cybersécurité, moi je conseille de regarder Vaultscan.
WallScan va pouvoir vous aider à détecter les vulnérabilités dans le réseau puis dans les applications également, en plus. Donc, ça ressemble à quoi un beau rapport comme ça? Je vais vous montrer un sample. Donc, de retour sur l'ordinateur, s'il te plaît. Donc, voici un rapport de Network Detective Pro. Okay? Ce rapport-là, à l'interne chez Cassion, on l'appelle le Money Report. Donc, il fait vraiment, c'est un rapport qui est choc ici. Je vais vous montrer le genre de choses que vous avez. Donc, il vous fait un rapport avec 11 pages, 12 titres différents, pardon, avec vraiment des catégories. Parlez-moi, mesdames et messieurs. Donc, voici les résultats. Donc, on donne le score ici, le niveau de risque pour ce client-là de 97. Donc, vraiment en rouge. Je vais vous montrer un résultat exact. Bon, voilà. Et il va vous donner justement des résultats comme ça ici. Donc, dans ce cas-là, ce client-là, il y avait 1358 instances de Unsupported Operating Systems. Donc, on décrit le issue, puis on fait même des recommandations. Donc, si vous voulez vraiment pas vous casser la tête, Rapid Fire Tools va faire toute la job pour vous. Vous bookez un meeting de suivi avec le client après le rapport, vous prenez le temps, vous vous préparez, puis vous lui présentez ça. Super facile, right? On retourne, s'il te plaît, au PowerPoint. Bon, super. Donc, maintenant, comment on fait pour présenter les résultats? Excusez-moi, je viens de vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer en fait. On peut le faire de manière automatisée. Pour ceux d'entre vous qui sont un petit peu plus assidus, un peu plus zélés, on peut faire ça de manière aussi qui va être différente. Dans le livre de David Stelzl ici, il propose des manières de le faire. Il explique exactement comment lui présenter les résultats de ses analyses. Donc, quand on fait une vente, là, notre job, vraiment, c'est pas de vendre, c'est de faciliter la décision du decision maker. Le decision maker va faire une décision si la décision est à prendre. Donc, notre job, c'est de faciliter la décision. Comment on fait pour faciliter une décision? Dans le livre de David Stelzl, il explique de présenter les risques d'une manière en utilisant le graphique impact-probabilité. Donc, vous allez faire votre analyse, puis là, il va y avoir des affaires clairement qui vont être plus critiques que d'autres. Right? Donc, David utilise un graphique comme celui-là ici. Dans le fond, nous, ce qu'on veut faire, puis ce qui est le plus facile à vendre, ce qu'on appelle le low-hanging fruit en vente, c'est les événements, les problèmes de cybersécurité qui ont une plus haute probabilité, donc le likelihood qu'on voit sur l'axe Y, et le plus gros impact sur sa job et sur sa business. Donc, quand vous allez populer votre présentation avec les choses que vous avez identifiées qui sont importantes à adresser, mais vous allez pouvoir les mettre dans cette matrice-là, ici, dans les points. Et bien sûr, il faut toujours porter priorité sur ceux qui sont en haut à droite. Donc, un plus gros impact et la plus grosse probabilité d'arriver. Bon, du montant est up. Déjà. Peux-tu avoir une petite extension de 30 secondes? OK, parfait. Rapidement, inclure les budgets dans la matrice, OK, à chaque endroit. Ensuite de ça, c'est sûr que là, les budgets sont limités, le temps est limité chez les clients. Donc, ce que je vous conseille de faire, moi qui marchait très bien pour moi quand j'étais dans un MSP, c'est de prendre toutes vos recommandations et de les mettre en ordre décroissant de risque et de probabilité. Donc, on commence avec le plus important, puis on fait des propositions avec les budgets jusqu'à ceux qui sont un petit peu moins risqués et qui ont moins d'impact. Je vais skipper cette-là, puis je vais vous donner le dernier mot de la fin. Donc, c'est exactement comment je faisais mon travail quand je travaillais dans un ESP. J'espère que ça vous a pris. Puis avant la fin, je vous donne un petit mot de motivation. Donc, ici dans la salle, avec mes levées, qui dépend seulement des références pour faire son développement? Il n'y a pas, OK, ben c'est bon, vous faites des petits efforts quand même. Mais je peux vous dire une chose. À travers ma carrière, j'ai remarqué qu'on essaie de nous faire croire tout le temps que les marchés sont infinis. C'est pas vrai. Les marchés sont finis. Okay? Et puis, le type de business qu'on peut aller chercher est limité. À tous les jours, vos compétiteurs gagnent un client que vous pourrez aller chercher, des fusions qui se font, il y a des nouvelles compagnies qui rentrent dans le marché qui peuvent vous voler les parts de marché. Donc, moi, je vous conseille de prendre mes techniques que je vous ai données aujourd'hui, d'aller de l'avant, puis pensez long terme. Prenez action, sécurisez vos parts de marché, allez closer les nouveaux clients, puis pour assurer votre futur. Donc, je vous souhaite merci. Je vous souhaite bonne vente, merci pour votre écoute.